Eux, ils vont sortir. D'abord, elles m'ont demandé de venir parce que je suis intervenue récemment sur la Djibouti. Bonjour Madame la députée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis ici pour soutenir le combat de ces femmes. Je suis d'assez près la situation à Djibouti, mais d'ailleurs plus largement dans la Corne de l'Afrique, parce que je suis membre de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Donc on est inquiet sur la situation à Djibouti. Parce que ça fait plus de 6 mois maintenant que la répression augmente dans ce pays, dans l'indifférence générale, avec notamment les événements qui se sont passés au mois de décembre. Il n'y a pas vraiment de réaction internationale dans ce pays qui a un rôle géostratégique, je dirais, au plan international, puisqu'il a le privilège d'avoir sur son tout petit territoire à la fois une base américaine, une base française, une base allemande, la seule base militaire. Donc l'intérêt serait pour la protection du golfe de la... Plus une base chinoise en cours de construction et bientôt une base saoudienne. Donc on voit que ce pays intéresse beaucoup. Et par ailleurs, la situation des femmes est représentative, je dirais, de la situation des femmes dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Collège, je crois. Mais comment expliquez-vous le silence? On sait ce que c'est que l'utilisation des femmes comme arme de guerre au Congo. On a aussi cette jeune tchadienne qui vient d'arriver en France, qui a été violée par les proches du président tchadien et notamment le fils du ministre des Affaires étrangères tchadien. Donc c'est vrai qu'il faudrait que ce silence... Mais justement, à propos du silence, comment expliquez-vous qu'il y a aujourd'hui plus de 800 000 personnes tuées au Djibouti et que personne n'en parle? On vous voit aujourd'hui au créneau. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Il y a un silence assourdissant qui se passe. Écoutez, si vous vous intéressiez de temps en temps à ce que je fais, vous sauriez que je suis une des voix du Parlement européen qui porte ces questions-là. Donc c'est pas à moi de demander pourquoi il y a le silence. Moi je fais ce que je peux, je fais mon travail en tant que parlementaire qui est toujours milité pour les droits de l'homme et qui suis, comme je vous l'ai dit au début de cette interview, particulièrement investi sur la situation dans l'Est de l'Afrique. Ce que je voudrais savoir, est-ce que la raison du silence serait due à la présence des différentes bases que vous avez citées dans cette partie de l'Afrique? Sur Djibouti, oui, bien sûr. Il n'y a aucun doute sur Djibouti, mais cela vaut pour toute la région et tous les pays, les pays de cette zone. Il y a un silence sur la guerre au Yémen en ce moment, de la même façon. On parle quasiment pas de ce qui se passe au Yémen alors qu'il y a des dizaines de morts. Et parce qu'on fait passer des intérêts géostratégiques, économiques, avant les intérêts des peuples concernés. Alors, la jeunesse et les femmes congolaises de Brazza vous donnent ce message pour Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas la meilleure personne pour transmettre des messages à M. Hollande. Pourquoi?
Hein? Parce que je suis en désaccord complet avec la politique que conduit M. Hollande en Afrique. Vous êtes en désaccord avec cette... Porter la voix des femmes dans ce débat politique. Donc voilà pourquoi on les soutient bien sûr depuis toujours, donc on continue de les soutenir et surtout d'interpeller aussi notre gouvernement puisque la France a sa plus grosse base militaire là-bas à Djibouti et d'autres pays aujourd'hui ont des bases militaires. Il y a une base militaire américaine, une base militaire chinoise, une base militaire japonaise qui va se construire, un pays qui est la seule base extérieure du Japon, à Djibouti. Et donc Djibouti c'est tout petit. Donc il y a une omerta en général sur le fait que les droits fondamentaux sont bafoués à Djibouti, particulièrement les droits des femmes. Et d'ailleurs, on se souvient, il y a quelques années, de l'assassinat du juge Borrell, qui était un juge français qui était en coopération à Djibouti, qui a été assassiné. Sa femme, Madame Borrell, a réussi à faire lever le secret défense il y a à peine quelques années. Donc, c'est dire le poids qui est là. Et alors, quand on parle des violences faites aux femmes et quand on parle des viols, c'est toujours, on est toujours confronté à la même réponse, mais il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités et c'est pas si massif que ça. Donc, allez pas nous embêter et déranger la diplomatie avec le cas de violences faites aux femmes. Ça paraît pas la priorité des priorités. D'ailleurs, ce n'est jamais la priorité des priorités, la question des violences. Donc, on a un gouvernement aujourd'hui ici qui ose beaucoup de choses sur les femmes en France, avec un ministère droit des femmes. Donc voilà, on espère et on demande à ce que aujourd'hui il y a un signe du gouvernement français et puis à ce qu'il y ait une enquête internationale. Il n'y a jamais eu d'enquête internationale concernant la violation des droits des femmes et des viols et des violences et des tortures dont sont victimes les femmes parce qu'elles sont femmes. Et on interpelle donc aussi la communauté internationale. On espère avoir un soutien du gouvernement français et aussi que ce gouvernement puisse aussi interpeller le gouvernement djiboutien sur le respect des droits fondamentaux. C'est pour cette raison qu'il y a cette grève de la faim. Absolument. Et vous avez eu des réponses, vous avez eu des retours? Pour l'instant, pas encore. On a donc de nombreuses Ça a démarré vous voyez, ça a démarré vendredi, donc c'est très récent. Voilà, c'est le 5e jour aujourd'hui. Un long week-end. On a sollicité effectivement les différents groupes de l'Assemblée, du Sénat et surtout les délégations aux droits des femmes. Il y a aussi des groupes France-Djibouti au Sénat et à l'Assemblée, donc aussi. Donc voilà, on est dans cette phase aujourd'hui d'interpellation. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour, on va dire, officiel. Mais les élus aussi que l'on rencontre vont avoir cette démarche aussi de soutenir ces interpellations. Il y a d'autres élus qui sont venus, j'imagine, là? Oui, ça commence. Oui. Vous avez On a reçu ce matin Laurence Cohen, sénatrice. Elle n'est pas très loin. Voilà, elle n'est pas très loin. Et puis demain, donc on a reçu Marie-Christine Vergiat, députée européenne. On va recevoir Marie-Georges Buffet, donc demain en tant que députée. Voilà, on a des avocates internationales qui viennent nous voir aussi vendredi. Donc, et puis on a des soutiens sur les réseaux sociaux, de nombreux relais sur les réseaux sociaux. Donc, et puis aujourd'hui à Djibouti, ça se sait ce qui se passe, puisque malheureusement les familles de certaines d'entre elles ont été entendues et ont été arrêtées pour savoir ce qui se passait en France. Donc, c'est dire que on est bien liés les unes avec les autres et on fait ici un mouvement en toute liberté. Et là-bas, les familles de ces femmes sont aussi menacées et sont aussi interrogées par le pouvoir en disant mais qu'est-ce que font vos filles là-bas? Est-ce que c'est un sujet dans la campagne présidentielle actuelle à Djibouti? Pas du tout. La question des viols de Non, pas du tout, parce que rien que d'en parler, les personnes qui arrivent un tout petit peu à en parler sont inquiétées et puis arrêtées. Alors, comme sujet, pas du tout.
faut savoir qu'on a déjà interpellé le président actuel, Ismaël Omar Guelleh, en visite en France. Donc il a déjà été interpellé sous le gouvernement de M. Chirac sur la question de l'assassinat du juge Borrell et sur la question des viols des femmes par l'armée djiboutienne. Et lorsqu'on lui a posé cette question, il nous a rigolé au nez, il a souri et il n'a pas répondu. Le président de Djibouti? Oui. D'accord. Il avait été décoré à l'époque aussi. Et puis, voilà, suite à cette conférence de presse où il a été malmené par les journalistes, à la sortie de la conférence de presse, M. Chirac l'a décoré de la Légion d'honneur. Donc c'est dire que ce pays, ce petit pays bien situé d'un point de vue géographique, eh bien malheureusement, ce sont les citoyens et les citoyennes, mais particulièrement les femmes qui sont victimes malheureusement de cette situation idéale, on va dire, et de la répression et du coup de cette impunité. C'est insoutenable que de marcher dans la rue et de voir son violeur passer sur le trottoir d'à côté. Comment on peut vivre en toute tranquillité, comment on peut vivre sans oppression, sans domination, sans avoir peur que ça recommence, sans avoir peur pour sa sœur. Elles le disent toutes, les amies ici. Donc, c'est pour ça aussi, elles portent la voix de centaines de femmes, donc elles sont extrêmement courageuses. Comment sont-elles venues ici en France? Alors, comment En elles sont Belgique? venues en Belgique et en France? Alors, en Belgique, parce que parmi les filles, on a des copines qui ont été violées. À la suite des viols, elles ont porté plainte, puis elles ont été inquiétées pour les plaintes qu'elles ont déposées. Donc, le comité des femmes djiboutiennes a pu faire sortir quelques-unes, et puis à les aider à avoir leur statut de réfugié en Belgique. Comme c'est très difficile en France, justement parce qu'il y a des intérêts énormes, et en Belgique c'est un peu plus facile, donc elles sont venues à la suite de leur viol et tout, et puis elles sont venues aussi, certaines sont venues parce que leur famille était engagée dans la lutte, qu'ils ont été réprimés, et donc ils ont quitté Djibouti comme ça pour se mettre à l'abri de toute cette répression. Mais elles sont chacune parties de leur côté? Oui, chacune partie de leur côté. D'accord. Et Chacune partie vous de leur retrouvez côté. On se ici retrouve. dans ce mouvement? Enfin, celles de Belgique se retrouvent en Belgique, elles se sont organisées. Et puis Anvers et Namur, elles ont aussi des femmes sur Anvers et Namur qui ont subi les viols et qui se trouvent là-bas. Et puis celles de France, on s'est organisées ici pour essayer de relayer. Enfin, les copines là-bas ne peuvent pas parler, donc nous on essaye d'être un peu leur porte-voix. Elles ne peuvent pas parler à Djibouti? À Djibouti, parce que si elles parlent, elles sont inquiétées tout de suite. Et puis, parce qu'il y a des femmes qui sont parties pour réconforter des femmes qui ont été violées et qui se sont retrouvées derrière le barreau. Donc voilà, c'est très difficile. Elles travaillent dans une situation assez difficile. Voilà, c'est ça. C'est au début, faites le maximum pour être. C'est bon, Sadio. Bonjour Sabine Salmon. Sabine Salmon, vous êtes présidente de Femmes Solidaires. Alors, on vous voit avec des femmes, justement, qui ne sont pas dans une situation très jolie à voir. Que se passe-t-il? Donc, nous sommes en fait dans un local donc, de Femmes Solidaires, donc à Femmes Solidaires d'Arcueil Gentilly, avec nos amies djiboutiennes et le comité des femmes de Djibouti contre les viols et l'impunité, pour soutenir en fait 10 grévistes de la faim, 10 femmes qui ont entamé une grève de la faim depuis le 25 mars pour dénoncer les viols et l'impunité dont sont victimes les femmes affaires à Djibouti. Alors, à Djibouti, justement, il se passe qu'il y a eu beaucoup de tueries. Certainement qu'elles ont perdu femmes, maris, cousins, enfants, mère et père. Ça, il y a longtemps que cela se passe. On comptabilise au moins 800 000 personnes mortes. Mais il y a comme un silence assourdissant à part quelques actions sporadiques qui se passent. Pourquoi ce silence autour de tant de massacres dans ce pays? Alors il y a un silence sur ce qui se passe à Djibouti parce que ce pays
est situé dans la Corne de l'Afrique. C'est un petit État qui est situé à une situation géostratégique idéale puisqu'il est sur le Golfe et qu'aujourd'hui il y a la plus grosse base militaire française, une base militaire américaine, chinoise et bientôt japonaise, allemande aussi. Et donc voilà, il y a une omerta sur le fait qu'aujourd'hui le gouvernement bafoue les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes de ce pays, ne respecte pas le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps et ne sanctionne pas les auteurs de violences et les auteurs de viols, dont l'armée djiboutienne qui a donc qui a violé et qui continue de violer en toute impunité les femmes. Ces femmes sont en grève depuis bientôt 5 jours. Comment se sentent-elles? Comment les avez-vous trouvées? Et dans quel état psychologique se trouvent-elles? Elles sont fatiguées, bien sûr. Au bout de 5 jours, la fatigue commence à se faire ressentir. Elles ont un petit peu la tête qui tourne, mais elles sont déterminées et elles ont une énergie malgré les carences qui commencent à se faire ressentir. Elles ont une énergie débordante et surtout, c'est des battantes, c'est des combattantes, c'est des résistantes et elles portent la voix de centaines de femmes à Djibouti qui, parce qu'elles habitent encore Djibouti et qu'elles sont à Djibouti, ne peuvent parler parce que sinon elles sont menacées de torture et de violence. Et elles portent aussi la voix de milliers de femmes à travers le monde parce qu'aujourd'hui, le viol est utilisé comme une arme de guerre à travers le monde. Le viol des femmes est utilisé comme une arme de guerre. Le corps des femmes est utilisé comme une arme de guerre, comme moyen de pression pour affaiblir toute opposition, pour affaiblir toute mobilisation et contestation. Et voilà pourquoi aussi elles sont assez remarquables parce que ce sont des lionnes, oui, ce sont des lionnes de l'Afrique et elles portent la voix de milliers de femmes à travers le monde. Si leurs compatriotes peuvent être confortés par leurs gestes, elles qui sont dans un pays de droit et de liberté, comment comptez-vous impacter sur le gouvernement qui est à l'origine de toutes ces tortures pour que les libertés démocratiques, les libertés fondamentales soient respectées? On sait qu'aujourd'hui, déjà, elles ont déjà marqué des points puisque on sait qu'à Djibouti, ça se sait ce qui se passe. On sait aussi déjà, malheureusement, que les familles de certaines d'entre elles ont déjà été arrêtées et questionnées par rapport à ce qui se passait en France. Donc, on sait que déjà, ce n'est pas pour rien ce qu'on a fait déjà et ce qu'elles font. Que sur les réseaux sociaux et à travers nos différents médias, eh bien, ça commence à se savoir aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on enclenche aussi et qu'on brise le mur du silence. Je veux dire, leur objectif déjà premier, c'est de briser le mur du silence. Et je pense on a déjà commencé à faire tomber ce mur, puisqu'aujourd'hui, on entend. D'ailleurs, vous êtes là pour nous entendre, pour les entendre. D'autres médias sont là pour les entendre. Donc je crois en quelques jours, on a déjà franchi une bonne étape et on a commencé à faire tomber ce mur du silence. Maintenant, ce que nous réclamons et ce qu'elles réclament, c'est une enquête internationale sur ces violences à Djibouti. Il n'y a pas eu encore d'enquête internationale sur la question des violences et des viols des femmes. Donc c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Une enquête s'ouvre officiellement, que la communauté européenne pilote cette enquête. Et nous demandons aussi un geste du gouvernement français parce que on sait que la plus grosse base militaire française est là-bas et que on aimerait bien que soient respectés les droits fondamentaux des femmes et des hommes à Djibouti parce qu'aujourd'hui c'est un pays qui reçoit beaucoup d'argent aussi de l'extérieur et ça doit être conditionné au respect des droits fondamentaux. Alors, donc, nous comprenons que les intérêts géostratégiques, les intérêts économiques des puissances de ce monde passent avant la vie des femmes, des enfants et des hommes de Djibouti. Mais qu'est-ce qui motive ça et qu'est-ce qui fait que des pays puissants, on en arrive à ne pas respecter le minimum, c'est-à-dire le minimum des droits des femmes? On voit une très jeune femme ici couchée, elle doit avoir des petites sœurs encore au pays qui souffrent.
comment expliquez-vous? Est-ce que vous avez une explication à Bien sûr. comment on en arrive à là? On sait que très bien, pour affaiblir une société, pour affaiblir une famille, pour affaiblir une société, pour affaiblir une communauté, pour affaiblir un peuple, attaquer les femmes, parce que les femmes sont centrales dans une famille. La femme est le pilier de la famille, la femme est le pilier de la société. C'est par elle que passe toute la culture, c'est par elle que passent toutes les traditions. C'est elle qui maintient la famille, c'est elle malheureusement encore qui élève seule les enfants. C'est elles qui font toutes les corvées, c'est elles qui vont chercher de l'eau, c'est elles qui travaillent pour nourrir tout le monde. Donc elle est centrale, cette femme. Partout, elle est centrale. Dans toutes les sociétés, la femme est centrale. Et donc quand on veut affaiblir une société, on s'attaque aux femmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Djibouti, c'est ce qui se passe à travers le monde, et de plus en plus. Et nous en avons marre de cette recrudescence de violence. Aujourd'hui, le monde va mal, le monde va très mal. Et la question des femmes est en régression partout à travers le monde, face à la montée des intégrismes religieux partout dans le monde, face à la montée des extrêmes politiques. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, ce sont les accords économiques, ce sont les enjeux géostratégiques qui priment sur les droits fondamentaux et sur les droits des femmes. On sait que les dictatures mises en place favorisent cet état de fait et que le Djibouti n'est pas la seule dictature en Afrique centrale. Vous avez le cas des deux Congos, bien sûr, ou surtout en RDC où il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes. Vous avez bientôt le Tchad qui va subir certainement des meurtrissures dans sa couche la plus vulnérable, c'est-à-dire sur les femmes. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à ces dirigeants-là? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils négligent la résistance des femmes. Partout à travers le monde, les femmes s'organisent. Les femmes en ont marre. Les femmes disent stop aujourd'hui. C'est ce que ces 10 femmes disent aujourd'hui pour les femmes de leur pays, mais pour toutes les femmes du monde. On est rentré dans une résistance. Nous, à Femmes Solidaires, on porte ce combat aussi sur le plan international, puisque nous avons lancé un réseau international féministe et laïque, pour dire que nous ne laisserons pas le monde continuer dans ce sens-là. Nous ne laisserons pas les dirigeants continuer à bafouer les droits des femmes, à bafouer les libertés, à bafouer le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Aujourd'hui, il y en a marre, ça suffit. Et donc, nous organisons déjà, nous sommes déjà dans une phase de résistance qui va être dure, mais nous ne lâcherons pas. Merci. Salomon. Merci.